Bonsoir et bienvenue au débat. Au sommaire, l'institution d'allocation de secours dans la commune de Cotonou, des secours destinés aux personnes indigentes. Il sera également question de la session budgétaire qui s'est ouverte ce jeudi à l'Assemblée nationale. En studio, Arimi Choubadé, Distel Amoussou. Mise en œuvre des prises de vœux, Patrice Bédia, Job Chikpe. Présentation, Brice Bill a été dit. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Actu et Débat. À nouveau, bonsoir. Arimi Choubadé, Distel Amoussou, bonsoir. Bonsoir, Brice Bill a été dit. Bonsoir aux amis auditeurs. Bonsoir tout le monde. Les députés, vous le savez, vont examiner le projet de budget 2025 où le gouvernement entend mobiliser et dépenser 3 551 milliards environ de nos francs. La deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2024 s'est ouverte ce jeudi au palais des gouverneurs à Porto Novo. L'annonce de cette rentrée parlementaire a été faite par le porte-parole du président de l'Assemblée nationale. Plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour de cette session budgétaire. Vitali Bouton. Quelques points majeurs qui, à mon sens, méritent une attention particulière. Il s'agit de la présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale couvrant la période allant du 1er avril au 30 septembre 2024. Le projet de loi de finances pour la gestion 2025. Le projet de loi cadre sur la construction et l'habitation. La proposition de résolution modifiant et complétant le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. La proposition de loi modifiant et complétant la loi 90-019 du 27 juillet 1990 fixant les fêtes légales en République du Bénin. Le projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin. À l'instant, porte-parole du président de l'Assemblée nationale à 3 551 milliards environ au cours de l'année 2025 au profit des populations, des prévisions budgétaires raisonnables, dit Selamoussou. Par rapport au contexte fin de mandat où il faut consolider les acquis, nous tendons vers une année d'élection, élection générale 2026. Un budget, c'est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement et cela est visible et très attendu, visiblement très attendu, devrais-je dire, que la descente que nous amorçons doit pouvoir être bien canalisée, bien structurée, pour permettre, n'est-ce pas, à l'État, au gouvernement notamment, d'avancer considérablement ou de finir les grands chantiers qui sont en cours et donc régler le problème social d'une manière ou d'une autre à travers la redistribution méthodique des ressources donc de notre pays. Et puis permettre aux institutions de la République de fonctionner, consolider les bases de la démocratie, consolider, n'est-ce pas, le socle de notre développement que nous avons amorcé à travers beaucoup de réformes depuis donc l'avènement du président Patrice Talon. Je crois que il est à saluer, notamment que depuis très longtemps dans notre pays, en tout cas depuis 2016, le gouvernement a toujours été présent dans le bon timing à travers le dépôt de son budget en étude par les députés. Et donc, ce fonctionnement-là est la preuve, n'est-ce pas, de la rigueur dans le travail qui s'observe à tous les niveaux, au niveau de toutes les institutions impliquées dans l'élaboration du budget de l'État. Et donc, voilà, les députés vont regarder, ils vont regarder en usant de leur droit à l'amendement, n'est-ce pas, après le travail technique qui a été fait en commission. Mon vis-à-vis est plus outillé que moi pour
pour vous dire comment ça se passe dans les coulisses et les couloirs du Parlement pour y avoir séjourné dans une vie passée. Dites-nous tout, dites-nous comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a eu des préalables, débat d'orientation budgétaire et tout. Maintenant, les députés vont examiner la loi de finances. Non, tout cela est décliné dans les textes de la République. Prenez la Constitution, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, tout est dit dedans. Et c'est une pratique de plus d'une trentaine d'années. Donc c'est une session ordinaire. C'est vrai que, pas de déclinaison, puisque le budget va être étudié, on parle de session budgétaire. Sinon, il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a pas de... c'est vrai que mon ami dit que oui, il y a rigueur, dépôt à temps. Je vais lui rappeler que je crois l'année passée, le budget général de l'État est parti à l'Assemblée nationale, alors que l'Assemblée nationale lui-même n'a pas voté son budget. Oui, on comprend, ce sont des amis. Même en groupe WhatsApp, ils peuvent régler tout ça. Je crois que ça a été réglé d'une manière ou d'une autre, à l'amiable. Et voilà, donc... l'essentiel, c'est que ça se règle. Oui, ça dit, est-ce que la loi n'a plus tellement d'importance aujourd'hui, depuis 2016 on fait la volonté du chef. Et même quand on veut faire la loi, c'est l'humeur. Vous pouvez avoir la déclinaison de la doctrine qui a prévalu à la prise de la réforme, la réflexion à quel niveau ça a terminé. C'est après coup que vous voyez que, tout le monde s'est planté parce qu'il y a eu un seul intelligent dans la République. Et tout le monde a suivi. Je ne sais pas quel enjeu. C'est vrai que politiquement, le régime devait être dans les bilans. Est-ce que nous avons pu faire ceci? On connaît déjà dans les bilans? Non, le Bénin révélé en décembre 2016. On sait que c'est, comment vous appelez, c'est Glodjibé, c'est contournement. Aéroport de Glodjibé, bien entendu, qui est devenu depuis longtemps, on ne sait même plus ce que c'est devenu. C'est le contournement de Calavi au Carrefour Saint-Mépodi. Ça, c'était les grandes lignes. Nord-Cotonou. Voilà, qui était annoncé. On a même dit que, même si on ne connaît pas les délais d'exécution, ce qui est su, en avril 2021, que ça devait être achevé. Je ne parle même pas de la route des pêches, qui est un chantier ouvert depuis près de 20 ans. On vient de faire 8 ans, on continue toujours d'actualité. Et donc voilà, on devait être en train de faire le bilan. Et même sur le plan de la démocratie, on devait faire le bilan de tous ceux qui ont été tués par des tirs à balles réelles au cours des élections et tout ça. Et parce que, ce qu'on ne dit pas souvent, on a amnistié les événements de 2019. Je voudrais qu'on s'en tienne au budget, la loi de finances 2025. Je vous dis, il n'y a rien à dire sur un budget. Normalement, c'est... Généralement, quand on fait les débats budgétaires, on fait les débats budgétaires lorsque le gouvernement a arrêté les grandes lignes de son décret d'avant-projet de budget qui dépose à l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'on fait les débats. C'est vrai qu'après, il y aura l'étude lui-même, où la commission budgétaire va recevoir des acteurs. On note quand même dans la loi de finances 2025 qu'il n'y a pas de nouvel impôt intégré, ni d'augmentation de taux d'imposition existante déjà. Comment, selon vous, le gouvernement va-t-il opérer? S'endetter encore davantage? Il faut s'endetter ou est-ce qu'ils ont remboursé ce qu'ils ont pris? Vous avez vu les chantiers, non? Allez sur les chantiers, allez voir Tchonvi, abandonné depuis c'est pas quoi. Vous voyez le pont de Bodier, ça vous voyez ce que vous connaissez, qui doit quitter la route des pêches à la nationale, la voie qui va vers Ouida. Vous avez vu, les chantiers sont en agonie. Je vais parler de projets qui ont déjà été abandonnés. Les chantiers sont en agonie ou en cours? On ne peut pas continuer. En cours? Je vous dis que pour la route des pêches, c'est depuis 20 ans que le chantier est là. Route des pêches. Maintenant, si c'est 50 ans qu'il faut, c'est toujours en cours, il n'y a pas de souci. Je suis content du factuel. Les commentaires, les conclusions, les politiques vont s'en charger. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, c'est un exercice classique d'analyse du budget. C'est pas... c'est vrai, le porte-parole du président de l'Assemblée nationale a annoncé ce qui semblait, selon lui,
les grandes lignes. Bon, oui, il y a des points. C'est vrai qu'on ne peut pas étudier exclusivement que le budget. Surtout que il y a d'autres points, bien voilà, il y a d'autres points qui sont inscrits, qui vont attirer l'attention des uns des autres. Sinon, c'est un budget, c'est l'étude d'un budget, le vote classique. C'est pas une nouveauté, c'est pas... je ne sais pas ce qu'il faut en dire. Et comme je l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui s'est levé, qui a trouvé, c'est utile de faire l'étude du budget ou de voter le budget. Le budget, c'est ça l'essence. Le vote du budget, c'est même l'essence du Parlement. Ce qu'ils font depuis 30 ans. Cette année, il n'y a même pas de... je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'enjeu, mais c'est comment on appelle ça. Il n'y aura pas un habitué de couloir là. Il n'y aura pas de grand débat, parce que le gouvernement tient le Parlement en laisse. Et je ne vois pas ce qui pourrait déjouer les plans de ceux qui ont initié et confectionné ce projet de budget. Je vais poser la même question à Distel. Comment le gouvernement va-t-il opérer s'il n'y a pas de nouvel impôt, ni d'augmentation de ceux déjà existants? Écoutez, gouverner, c'est prévoir, et certainement que le gouvernement a évalué les tâches qui l'attendent et a estimé que les ressources, n'est-ce pas, dont il dispose, outre la création d'impôts nouveaux, lui permettront d'aller au bout, n'est-ce pas, de ces tâches-là et de bien les mener. Et aussi, faudrait-il noter qu'il ne devrait pas vous échapper que déjà dans le pays, les citoyens criaient déjà à l'abondance dénoncer l'abondance de ces impôts-là, et donc c'est tellement que le gouvernement a écouté ce cri de cœur également de ce côté-là, et a pensé qu'il n'était pas opportun pour lui à l'étape actuelle d'en créer de nouveaux. Et donc le gouvernement dispose certainement des ressources pour faire son travail. Moi, ce qui a retenu mon attention plutôt va être peut-être l'aspect politique, n'est-ce pas, de l'ouverture de cette séance-là comment vous appelez ça, cette session parlementaire. La session ordinaire de l'Assemblée nationale. La deuxième. C'est l'absence, c'est l'absence des 8 députés du LD. Alors, je ne comprends pas, je ne perçois pas le message qui est envoyé, n'est-ce pas, dans l'opinion à travers cette absence-là. Et donc, nous voulons parler de développement, nous voulons construire un pays. Et pour moi, il est question de doter, et c'est l'une des missions régaliennes du Parlement, doter, n'est-ce pas, le gouvernement de moyens pour mettre en application sa politique de développement. Alors, lorsque à ce rendez-vous-là, vous brillez par votre absence, et lorsque vous faites la politique de chaises vides, et donc moi je me demande quel est le message qu'on envoie dans l'opinion. Donc, pour revenir à l'aspect technique de ce budget-là, il faut dire que les attentes des populations sont énormes, surtout du côté du social. Du social, et je crois que les lignes que vont proposer et c'est le gouvernement et qui seront soumises à l'approbation des députés, et les députés feront de sorte à amender suffisamment ce qui pourrait entrer dans l'intérêt général des populations du point de vue social, pour que la redistribution soit effective, outre celle qui se fait pour l'exécution des tâches communes d'intérêt. Voyez-vous, il faut que chaque Béninois, chaque Béninoise puisse, n'est-ce pas, commencer par sentir, enfin, devrais-je dire, dans son assiette, dans le panier de la ménagère, et un ouf de soulagement. Et je crois que ça va être la joie pour tout le monde. Et vous, Arénie, vous voulez que la députée amende beaucoup plus pour que ce budget-là soit plus enclin à la demande sociale? Vous savez très bien que ce Parlement-là n'a aucun pouvoir. Je suis désolé de le dire. Ils vont amender quoi? Je n'ai pas compris. Ils vont amender. Qu'est-ce qu'ils vont amender? Et puis, vous savez, c'est pas qu'il n'y a pas de nouveaux impôts. On leur a dit que trop d'impôts tue l'impôt. Ils ont tué l'impôt. Ils vont l'amener à quel niveau? Et déjà, c'est comme ce qu'ils ont créé.
et que, par exemple, ceux qui utilisaient 3-4 véhicules sont réduits à un seul. Tout juste parce que on a inventé la TVM qui est devenue ce que vous savez. Et bon, voilà, et on a augmenté les péages, on a augmenté la visite technique et tout ça. Donc, finalement, peut-être que si il n'y avait pas la TVM, les gens vont continuer à circuler. Et c'est la consommation qui permet à l'État de récolter les taxes. C'est pas en modifiant leurs habitudes de consommation qu'on remplit les caisses de l'État. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de modifier les habitudes de consommation. Les gens sont beaucoup plus regardants avant de consommer. Si vous avez une économie où la consommation est très faible, vous pouvez monter les impôts comme vous voulez. Vous n'aurez même pas de la matière à récolter. Donc, c'est eux-mêmes qui ont tué l'impôt. Ils peuvent, ils n'ont qu'à continuer à augmenter, on verra ce que ça va donner. Il n'y a pas d'augmentation, justement. Et les entreprises, beaucoup d'entreprises ont même quitté la légalité pour entrer dans l'informel, parce que, justement, ils sont accablés de taxes, etc. Donc, voilà, donc on leur a déjà dit dès le début, les spécialistes leur ont déjà dit que trop d'impôts tue l'impôt. Ils vont courir. C'est comme les dettes, ils ne peuvent plus en contracter davantage parce qu'il faut payer les anciennes. Et voilà, si vous ne... Bon, et puis le social ne se décrète pas. Le social se construit. Le maïs que nous allons manger demain, c'est pas demain là qu'on va le rendre disponible. Il y a des mesures à prendre pour que aujourd'hui... Le budget n'est pas pour demain, c'est pour 2025. Vous avez même parlé de l'année électorale. 2025 n'est pas une année électorale. Et comme je vous l'ai dit, si on devrait... On dit 2026. Oui, non, on va vers 2025. C'est un budget pour 2025, pas pour 2026. Et ce que je vous disais, c'est que le social ne se décrète pas. Ça se construit. C'est sur une longue période. Et si on doit... Le maïs qu'on doit consommer l'année prochaine, là, quelles sont les mesures qui sont en train de... Je me souviens d'une diatribe d'un des classiques de la rupture qui parlait de périmètre irrigué. Et que on devait rendre disponible ces périmètres irrigués pour favoriser, pour aider un peu les agriculteurs à produire même contre saison, même en période de sécheresse. On peut produire sur les terres irriguées, etc. Oui, il y avait une politique en cours et tout ça. Et quelles sont les mesures que nous avons prises dans ce sens-là, justement, et même dans la disponibilité, dans la distribution du produit. On avait parlé comment on appelle ça, de la disparition d'une agence comme l'ONASA qui pouvait stabiliser les spéculations en temps de soudure. Est-ce qu'on a eu toutes ces mesures-là? C'est vrai qu'on a dit qu'on a fermé les frontières pour que les produits n'aillent pas à l'extérieur, mais la spéculation reste la spéculation. Vous pouvez mettre un policier derrière. D'ailleurs, même le policier, lui, quand il est assis à la frontière, des fois, il a envie de travailler pour lui-même et non pour l'État. Et pour ça, je ne sais pas comment on peut faire pour régler ces problèmes. Et déjà que le haricot est à 1200, 1300 sur le marché, ce qui n'est presque jamais arrivé. Et comment on fait pour régler ces problèmes-là? Ce n'est pas en allant voter un budget à l'Assemblée nationale qu'on a réglé ça. Et bien comme je l'ai dit, le budget, le vote, surtout dans un parlement comme le nôtre, c'est une formalité pour le gouvernement. Je veux bien voir du grand débat où des décisions, ou des prévisions, ou des mesures seraient contestées par les députés en place là. Je ne le vois pas. Et n'oubliez pas que... Vous pensez qu'il n'y en aura pas, c'est ça? N'oubliez pas que le milieu syndical est même... Vous n'avez pas répondu à ma question. Non, je vous ai dit que ça va être une formalité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Ça va passer comme une lettre à la poste ou bon, comme justement parce que le gouvernement a la majorité au Parlement. Pas seulement une majorité, vous savez ce que c'est que le Parlement depuis 2019. Si vous voulez voir commencer, vous allez dire non que vous parlez du budget. Merci Arémi Choubadé, merci également à Distel Lamoussou, merci beaucoup Arémi. Deuxième sujet, on va maintenant atterrir à la mairie de Cotonou. Il sera désormais alloué aux personnes indigentes des secours qui sont en fait, selon l'arrêté municipal qui l'institutionnalise, des allocations non remboursables affectées aux personnes indigentes préalablement identifiées par une enquête sociale. Distel Lamoussou, une bonne décision de l'élite de la ville de Cotonou? Je dirais qu'il était temps. Il était temps. Moi, je me rappelle
dans les années 80, lorsque j'étais à Rueil-Malmaison en France, le maire Jacques Baumel avait cette structure-là. Disons que la municipalité de Rueil-Malmaison avait cette structure-là, cette organisation, où on regardait cette frange de la population qui est dans le besoin. Quand les Béninois crient le social, c'est à cela, n'est-ce pas, qu'ils s'attendent. Et quand le chef de l'État, le président Patrice Talon, avait parlé de hautement social, c'était, n'est-ce pas, des faits comme ça que les populations attendent. Si la mairie de Cotonou décide de poser cet acte-là, je crois que c'est salutaire, parce que en fait, la redistribution doit impacter la communauté. Si la redistribution n'impacte pas la communauté, eh bien, ça va être comme si nous aimons un pays et que nous n'aimons pas ses habitants. Je ne voudrais pas reprendre le prélat sur la question, mais dire que c'est une belle démarche qu'il conviendrait de soutenir, une belle démarche qui conviendrait de bien structurer pour que l'impact soit réel. C'est une démarche qu'il faudrait pérenniser pour que, n'est-ce pas, après le conseil communal de M. Luc Setonji à Trokbo, que cela entre dans la pratique, n'est-ce pas, de la gestion de la communauté, et que cela fasse cas d'école dans les autres communes également, parce qu'il n'y a pas que les Cotonois qui soient des Béninois. Voyez-vous, c'est donc un pas qui est fait vers le social, mais social tangible, social palpable, et moi je crois que il faut vraiment mettre ceci à l'actif de la municipalité de Cotonou et saluer, n'est-ce pas, tous les conseillers de la ville de Cotonou. Parce que vous l'avez dit, la détresse est devenue pathologique. Oui, je l'ai dit, cela s'observe, et c'est certainement fort de ce constat-là que les élus de Cotonou ont décidé, n'est-ce pas, de regarder la préoccupation de plus près en menant ce pas-là. Maintenant, il conviendrait d'inviter aussi les autres qui ont plus de moyens, un peu plus de moyens, de contribuer effectivement à l'assiette, n'est-ce pas, fiscale de la ville de Cotonou, en temps et en heure, pour que la ville dispose, n'est-ce pas, réellement de ressources, de moyens pour cette politique-là. Regardez du côté des indigents. Quand on parle d'indigents, c'est beaucoup de milliards, 3, 4, je n'ai plus les chiffres exacts, que l'État vote chaque année. Mais on se pose toujours la question de savoir comment est-ce que cette ligne-là a été exploitée, comment est-ce que cette enveloppe-là a été utilisée. Parce que aujourd'hui, dans nos hôpitaux, c'est flagrant, les services sociaux ont disparu, et vous voyez, vous croisez les bonnes dames, les citoyens béninois devant des pharmacies, devant des hôpitaux, dans la rue, à vous présenter des ordonnances qui ne coûtent pas. Et puis, n'est-ce pas, une poche de sang. Si vous le prenez grave, peut emporter et un bébé ou un patient, parce que les parents ne sont pas en mesure, n'est-ce pas, de débourser ce qu'il faut pour sauver cette vie-là. Donc, je crois que bravo à la mairie de Cotonou, bravo à son maire, bravo à tous les conseillers, et que le travail se fasse vraiment pour que les bonnes personnes soient effectivement impactées, parce que nous connaissons dans le pays, il y en a qui vont se frayer un petit chemin en n'étant pas, n'est-ce pas, n'ayant pas ce statut-là, mais qui vont se faire impacter également. Je crois que le maire Setonji, Luc Atrokbo, est sur la bonne voie. Je vais rappeler les catégories de secours, secours pour fait de calamité, pour fait de maladie, l'enfance malheureuse, naissance multiple à partir de 3 enfants, secours aux personnes âgées, aux personnes handicapées également. Arémi Soubali, votre avis, c'est quand même une initiative inédite d'une municipalité au Bénin. J'ai bien envie de dire bravo
au maire de Cotonou avant même qu'il ne commence le boulot, puisque là c'est du papier. Mais bon, mais je ne sais pas ce que ça pourrait lui apporter de lui dire bravo. Et puis ce débat-là, un peu bizarre à mon niveau, j'aurais préféré entendre les conseillers municipaux, aussi bien ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et opiner sur leurs avis, parce que j'estime qu'ils ont eu le temps de questionner comment appelle-t-on, l'origine même de ce texte, comment on va s'y prendre, parce que je ne sais pas, je n'ai pas vu apparaître la création de nouveaux organes chargés de révolutionner le secteur, ou si ce sont les services sociaux existants qui dépendent en grande majorité du gouvernement. Je ne sais pas quelles sont les marges de manœuvre de la municipalité pour aller au fond, parce que justement il existait des mesures pour les indigents au niveau national, enfin, qui a peu fonctionné dans le passé, et je ne sais pas si ça va se greffer. Et nous sommes dans un contexte où vous savez très bien que la municipalité n'exécute pas le budget. Le maire n'exécute pas le budget, il n'est pas ordonnateur du budget. Quelle sera sa marge de manœuvre dans la conduite? Est-ce que celui qui sera chargé de l'ordonnancement sera sur comment appelle-t-on, la même longueur d'onde que ceux qui l'ont initié, le maire, son conseil, etc. Et n'oubliez pas qu'en dehors même de la présence des SE, des villes comme Cotonou sont dans ce qu'ils appellent le Grand Lokwe, où le gouvernement leur a arraché presque toutes les prérogatives. Nous sommes à l'ère de la recentralisation. Si bien que quand on lance des initiatives des élus, on se demande quel sera l'impact, puisqu'en réalité, ils ne sont pas chargés de la mise en exécution. Voilà, donc je vois que c'est une mesure, encore une mesure de plus, mais j'essaie de voir, mais je ne comprends pas. Oui, et j'aurais voulu assister au débat initial, le débat qui a conduit à l'initiative, pour voir les positions des uns et des autres, pour voir si effectivement tous les contours, on fait comme on a l'habitude de faire depuis quelques temps, on agit d'abord et puis on réfléchit ensuite. Alors, si c'est de cette logique-là, oui, ça va demeurer une initiative du maire ou de la mairie de Cotonou, et ça va demeurer à l'étape des vœux. Mais dans l'effectivité, puisqu'on ne peut pas dire qu'assister des gens serait une mauvaise chose. Des gens en difficulté dans le besoin. On a parlé des enfants abandonnés, ou un couple qui va apparaître dans le foyer à la fois 3 bébés, 4 bébés, et que forcément... Alors qu'on entendait un. Non, c'est pas évident qu'on entend. Enfin, depuis quand même les examens médicaux, les visites prénatales, on savait déjà que, bon, il y a plus d'éviter. Il y a plein d'ombres que ce qui est attendu. De toutes les façons, en voulant poser l'acte, on est parti pour un quand même. Oui, on ne parle pas de 2, ni 3, ni 4. De toutes les façons, mais c'était prévu, 3 ou 4 bébés qui naissent dans une famille a besoin quand même d'un certain regard. Si on voit que non, ils ont les moyens de régler le problème, bon, il n'y a pas de souci. Mais si on voit que ça va être à quoi dépenser tout cela, faire ces suivis-là pour que les enfants naissent vivants et après les laisser dans la difficulté. Donc c'est tout naturel qu'une autorité puisse... Mais je m'interroge encore sur la marge de manœuvre de mon ami Atropo. Il a peut-être lancé une idée, mais qui va regarder de loin, comme à la télévision. On ne va pas lui demander... C'est vrai qu'on a mis des mécanismes pour que déjà au niveau du quartier, au niveau de l'arrondissement, qu'il y ait déjà des pièces à obtenir auprès des autorités à la base et tout ça. Et n'oubliez pas la marge de manipulation qui sera en dessous de tout ça. Je crois que dans cette mesure, moi je m'attends beaucoup plus à de nouvelles structures, par exemple. Des structures, je pensais que désormais la mairie veut se doter d'un service social municipal différent de ce qui existait, pour que, bon, enfin, on voit que ici c'est une initiative de la ville, puisque toutes les villes n'ont pas les mêmes moyens. On ne peut pas dire que les efforts en la matière au niveau de Cotonou soient pareils que dans d'autres communes qui ont envie de leur emboîter le pas. Vous comprenez? Donc, si on retourne encore aux structures étatiques,
juste la mairie va se contenter de mettre les moyens à disposition. Et ce qu'on observait, et je me demande, comme on avait dit, et même mon président l'a souligné, il y avait déjà un fonds pour les indigents qu'on a commencé par voter, je crois, depuis le régime Kérékou, et qui servait d'une manière ou d'une autre à soulager les peines des plus démunis. Est-ce que ce que le mairie décide va s'ajouter à ce qui existait, ou est-ce que c'est pour pallier à l'absence? Parce que vous savez, le régime actuel a commencé par se débarrasser de toutes les charges sociales qui existaient dans la santé. On peut citer pêle-mêle, mais vous allez me dire qu'on parle de mesures de la ville. Mais, comme je l'ai dit, je suis toujours, j'attends de voir, si vous voulez, le bravo, mais c'est avant le travail. En supposant pourquoi vous avez peur? Oui, c'est ce que je dis, non, on va lui donner le bravo, mais c'est avant le travail. C'est pas pour avoir obtenu un résultat, mais juste pour avoir eu le leadership nécessaire. On appréciera également le leadership nécessaire. Oui, et puis je ne sais pas, je veux bien savoir le débat qu'il y a eu avant la prise de cette mesure-là. Il faudrait qu'on sache s'il y a des observations qui ont été soulignées par les gens qui étaient contre la manière. C'est très important. Aujourd'hui, on sait que presque toutes les municipalités du pays, les 77, sont sous la coupe réglée du gouvernement qui, de toute façon, a la main sur la gestion du budget municipal. Bon, enfin, donc, quand on me dit qu'une municipalité a pris des mesures aujourd'hui en période de recentralisation, pour moi, c'est comme une manière de dire... décentralisation. Non, nous sommes dans la recentralisation. Allez prendre les tests. Allez prendre la loi et allez prendre les tests qu'on a pris pour contourner la loi. Ce soir, aux allocations de secours. Non. Moi, c'est moi qui parle de recentralisation. Il est à souhaiter que ça fasse école dans les autres municipalités. Tout au moins celles qui ont les moyens. Moi, je ne suis pas un prédicateur. Je ne souhaite rien. Je veux voir, quand il s'agit de payer les tests, les tests, on ne dit pas bon prix pour que tu puisses payer, et si vous ne payez pas TVA, vous pouvez... On souhaite que l'initiative prise par la municipalité... Moi, je ne souhaite rien à la municipalité de Cotonou. Ils ont été élus pour faire un travail. Apparemment, vous ne me comprenez pas. On souhaite que l'initiative d'allocation de secours prise à la municipalité de Cotonou fasse école dans les autres municipalités, celles qui ont les moyens de le faire. Nous sommes dans la réalité. On ne sait même pas quel moyen dispose la municipalité qui a pris cette décision. On est ici en train d'apprécier l'initiative. Oui, écoutez, je vous ai dit l'initiative, on a déjà dit bravo, c'est fini. Le débat est d'accord. En 2 minutes, on a déjà fini les échanges. Je pose la même question à Distel alors. Bravo, et il avait dit effectivement. Mais si vous voulez qu'il répète ça tout le temps. C'est pédagogique. Oui, c'est la radio de la mairie. Vous pouvez même après l'émission continuer à dire bravo jusqu'à demain, il n'y a pas de souci. Personne ne peut vous arrêter. Distel, bonsoir, allez-y. Oui, et bon, souhaiter effectivement que les autres municipalités qui ont les moyens puissent regarder ce projet-là et voir ce qui serait possible de se réaliser dans leur municipalité au profit de leur communauté. Maintenant, moi, j'ai une inquiétude. Mon inquiétude, il ne faudrait pas que ce soit un appât politique. Il ne faudrait pas que... dans les faits, on ait l'impression que c'est une démarche politique en vue de ci, en vue de ça. Vous savez, moi j'ai regardé de loin avec quel engouement les gens se sont bousculés à la porte de Radio Cotonou pour les kits scolaires. Je sais dans quelles conditions se trouve aujourd'hui une frange de notre communauté, et donc faudrait pas que cela soit regardé ou vu ou perçu comme une démarche politicienne, voyez-vous. Si elle doit revêtir le caractère
politique, il faudrait que ce soit vraiment la politique de la communauté, la politique de développement pour la communauté. Il ne faudrait pas que ce soit à la suite, n'est-ce pas, des actions d'une fonds d'action que je ne vais pas citer. Il ne faudrait pas que ce soit à la suite des actions d'un mécène, Luc Setonji Atropo. C'est une action de la municipalité. Il faudrait que ce soit réellement une action au profit de la communauté et que ce soit l'expression, n'est-ce pas, de l'entraide communautaire réelle, voyez-vous, et que la contribution des uns et des autres puisse, n'est-ce pas, servir à cette frange faible de notre société. C'est ma seule inquiétude. J'ai lu quelque part sur le digital quelqu'un, je ne sais pas si c'est un professionnel des médias, qui a invité le maire Arémi à avoir un regard sur les professionnels des médias qui opèrent sur son territoire. Vous êtes d'avis qu'ils sont en détresse actuellement? Non, vous savez, le problème des professionnels des médias va au-delà d'une mairie. C'est un problème structurel, endogène, qui est l'objet de certaines réflexions actuellement, qui n'ont rien à voir avec ce que vous appelez gouvernement, RAC, tout ça. Je crois que les professionnels eux-mêmes ont commencé par prendre conscience du mal dans lequel vivent. Le maire a beau être regardant, tout ce que vous voulez, c'est pas ça qui... Vous savez, aujourd'hui, les professionnels des médias sont comme des étrangers au Bénin. Ils n'existent pas. La corporation n'existe pas aux yeux des tests du Bénin. On ne verra pas une profession dans l'état où se trouve ce qu'on appelle le monde, surtout, je parle des journalistes. On parle du budget. Vous allez voir, tous les corps de métier vont défiler à l'Assemblée nationale pour être écoutés, pour porter leurs appréciations sur les mesures qui ont été prises dans le budget pour leur profession. Mais vous ne verrez pas la presse privée là-bas. L'État bien le reconnaît. C'est pas ne le reconnaît pas. C'est-à-dire il y a un phénomène où à un moment donné on a voulu protéger la presse, mais la réflexion intellectuelle n'a pas suivi les intentions. On ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui est responsable en tant que tel. Finalement, les journalistes sont retrouvés sous la protection de la HAC. Enfin, dans la tête de tous les Béninois, c'est comme si la HAC est chargée de régler les problèmes des journalistes. Mais à la fin, c'est pas ça. Alors c'est qui alors? C'est pas le gouvernement, c'est pas... Finalement, c'est qui? Personne. Personne, je vous ai dit, ils n'ont pas assisté au dialogue social, ils ne participent pas au dialogue social, ils ne sont pas à la bout du travail, ils ne sont pas au patronat national, parce que tout simplement on a voulu faire des journalistes un corps spécial, un corps à part, etc. Mais finalement, ce n'est même plus un corps. Et ce débat-là, il faut qu'on le fasse, parce que vous allez constater que les journalistes, ils ont aidé tous les corps de métier dans le pays, tout le monde, les ministres, chefs de l'État, députés, tout le monde a eu recours à la presse pour régler ces problèmes existentiels. C'est eux qui ont le projecteur et qui veulent tuer les autres. Non, c'est pas ça. On n'a jamais considéré... Il n'a pas retenu le projecteur sur eux-mêmes. Non, voilà. C'est une réflexion interne. C'est pas là pour dire on nous a abandonnés, nous sommes les... C'est pas de Jérémie. Non, il faut faire des propositions concrètes, il faut faire la réflexion. Il faut vous savez, on peut même dire que nous sommes devenus des sinistrés, en fait. Justement, c'est ce que l'internaute est en train de dire, en attendant des solutions concrètes, il faut que des mécènes soient regardants. Quelle est la profession au Bénin? Quelle est la profession au Bénin qui est confiée à des mécènes? Il faut des mesures, parce que vous savez, je sais très bien, il y a beaucoup de gens qui ont aidé beaucoup de journalistes. Pas humanité, pas solidarité, mais on peut pas, tout le monde n'a pas cette chance-là. Et on ne peut pas continuer à nous regarder comme des nécessités. Et voilà, je l'aime bien, il a une bonne plume, il a une belle voix, et je vais l'aider. On ne peut pas assujettir une profession à ces genres de méthodes. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous puissions exister aux yeux des tests de la République. C'est tout simple, c'est une réflexion à mener. Sinon même le maire a l'habitude d'aider les journalistes, ça c'est pas un secret. Bien sûr. Donc je ne sais pas s'il va faire plus ou moins que ça. Bon, mais est-ce qu'il a eu lui-même, après avoir tout ça depuis qu'il était à Boycon, s'il a pu régler le problème, il a peut-être sauvé quelques 2 ou 3 de la misère et des problèmes, mais la profession est toujours là entière
en train de tirer le diable par la queue tous les jours. Merci à Rémi Chebadé. Je veux rappeler aux amis auditeurs qu'ils sont sur Actuel Débat, Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Prochain sujet maintenant, un code de déontologie et d'éthique adopté pour encadrer les enseignants-chercheurs du supérieur. La décision est issue du Conseil des ministres de ce mercredi. Wilfried Léandre Ngbeji est porte-parole du gouvernement. Dans le cadre de l'implémentation de la stratégie de promotion et de développement de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation initiée par le gouvernement, pour redonner à ce sous-secteur ses lettres de noblesse, il a été élaboré un code de déontologie et d'éthique des enseignants et chercheurs des universités ainsi que des écoles supérieures publiques du Bénin. Issu d'un processus participatif, il est destiné à mettre fin aux faits récurrents qui jettent du discrédit sur le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, de nature à entraîner un effritement des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en relation avec le ministre du Travail et de la Fonction publique, d'en assurer la bonne application. Ont par ailleurs été adoptés sous cette rubrique les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement de la délégation au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Voilà, Wilfried Léandre Ngbeji, porte-parole du gouvernement. Les enseignants du supérieur, disent-elles, vont désormais opérer, travailler dans un environnement beaucoup plus réglementé maintenant, avec des règles précises. Oui, écoutez, le CBRST, le Centre béninois de recherche scientifique, technique, je crois, c'est la définition, et est mort de sa plus belle mort, parce que c'était devenu un centre désuet, un centre inactif, un centre improductif, non productif donc. Et voilà, la porte est fermée à ce centre-là, mais il faut quand même trouver un cadre réglementé pour permettre aux enseignants, n'est-ce pas, de poursuivre leurs recherches et de faire des recherches réelles. Parce que je crois que c'est un pan universitaire qui est abandonné, qui est à la traîne. Parce que les enseignants, les professeurs sont censés proposer des solutions à la société. Lorsque nous prenons par exemple la lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, lorsque nous prenons des préoccupations communes par rapport à l'environnement, lorsque nous prenons les cas d'inondation, lorsque nous prenons les problèmes auxquels sont confrontés, n'est-ce pas, notre société, notre communauté, nous devrions, n'est-ce pas, attendre de ces enseignants-là des propositions de solutions. Mais on est là à se demander finalement, nos enseignants, est-ce qu'ils sont exclus des recherches? Est-ce qu'ils sont exclus, n'est-ce pas, de travailler leur ménage et de proposer des solutions à notre communauté? Et donc je crois que il faut les amener à faire ces recherches-là. Il faut pouvoir mettre à disposition les moyens pour accompagner leurs recherches et naturellement réglementer l'écosystème. Et je crois que c'est à cela que le gouvernement s'attelle aujourd'hui. Moi je dis, il était temps, et il faudrait que, à part, n'est-ce pas, les publications que nous pouvons lire ça et là de quelques professeurs, de quelques enseignants d'université, je crois que les enseignants pour obligation, n'est-ce pas, de proposer des solutions à la communauté. Mais le gouvernement a beaucoup plus pris cette décision à cause de l'effritement, lit-on dans le relevé du Conseil des ministres, des valeurs liées aux exigences d'excellence et d'exemplarité. La ministre de l'Enseignement supérieur a dénoncé récemment les déviances dans ces lieux de savoir-là. Écoutez, avant même les dénonciations de ce gouvernement, on a eu par le passé des cas de plagiat à l'université d'Abomey-Calavi. Et nous avons aujourd'hui dans certaines universités et en Europe, c'est-à-dire si la part, n'est-ce pas, de l'intelligence artificielle dans une thèse dépasse les 30%, la thèse est rejetée. Voyez-vous, parce que fondamentalement les étudiants, les professeurs ne travaillent plus. Ils questionnent la machine, ils questionnent le robot.
n'est-ce pas, ils font du copier-coller et ils mettent une part d'originalité et puis ils vous sortent un document. Voyez-vous, donc il faut effectivement assainir l'écosystème là pour que le travail intellectuel soit respecté. Je vais revenir vers vous. Le temps d'avoir l'avis de Arimé Chobadé, on pourra dire finir la déviance dans le supérieur avec l'adoption de ce code de déontologie. Ça dit, on est dans la paperasse. Vous parlez de chercheurs, vous parlez d'université. Quelle est la politique quelle est la politique qui est déclinée? Si c'est la mesurette qu'on prend la souveraine, je ne vois pas ce qui peut changer. Aujourd'hui, la science elle est beaucoup plus technologique qu'intellectuelle. Les gens travaillent dans quel environnement? Les gens travaillent... quand le gars n'a pas réglé les problèmes existentiels, ne lui demandez pas d'aller chercher des solutions sur... Nous sommes dans l'ère des innovations et de la technologie. Donc je ne sais pas ce que ça apporte à ce qu'on dit. Je ne sais pas ce que ça apporte à la réflexion. Ça n'aurait aucun problème sur vous. Non, mais ça sont les règlements internes. La visibilité que nous on peut avoir, c'est pas comment se comportent les professeurs à l'interne. Il y a des règles, il y a des systèmes qu'on peut améliorer, qu'on peut modifier à tout moment. Mais quelle est la lisibilité de la politique en matière d'enseignement, en matière technologique? Ça c'est un autre problème, mais c'est ça qui nous concerne, nous. Vous n'êtes pas enseignant pour savoir... Ça nous concerne aussi, la déviance dans l'enseignement supérieur. Non, en quoi? On vous a plagié, vous? Ou vous avez plagié quelqu'un? Moi, je ne comprends pas. Ce qui nous concerne, c'est la politique qui est mise en œuvre. Et après, on peut apprécier pour savoir si les professeurs ont bien compris ce qui se passe, s'ils sont à la hauteur, s'ils ont pu apporter quelque chose à l'évolution. Distel a envie de dire un mot. À l'évolution. Non, je crois que c'est... ça ne changera pas parce que moi, je pense ce que moi je dis, c'est la déclinaison de la politique de l'enseignement supérieur qui est le plus important pour nous. Le plus important, c'est pas... Tout le monde sait qu'il y a des déviances depuis toujours dans tous les corps et il y en aura toujours. Et le gouvernement, enfin, les pouvoirs publics vont continuer à prendre des mesures pour l'encadrement, pour les règlements. Et ça, c'est classique. Maintenant, si le train vient à la gare, comme on dit, de venir faire un débat autour de ça, il y a un problème. Et ce que moi, je veux savoir, parce qu'il y a beaucoup à manger, à boire dans l'histoire de l'enseignement supérieur bénin. C'est vrai qu'en 8 ans, on n'a pas recruté de nouveaux enseignants. Ça, je ne savais pas. C'est prévu maintenant. Bon, enfin, ok. Donc, la déontologie est prévue pour ceux qui viennent. Parce qu'on ne peut pas me dire que ceux qui étaient là depuis plus de 8 ans n'ont pas de pratique interne, qui n'ont pas de mécanisme, n'ont pas de règles, qui n'ont rien, que c'est aujourd'hui qu'on met en place une déontologie pour... Non, quand même, de quoi on parle, hein? Moi, je veux beaucoup plus m'intéresser à ce qui... Mon ami a dit tout à l'heure que les professeurs ne sentent pas l'impact sur la société. Mais la société, c'est d'abord la politique. Les projets de société viennent des politiques. Et quand on dit politique, c'est surtout avec l'apport de ces sachants-là. Hein? C'est ce qu'ils devraient faire dans les partis, non? Nous décliner des politiques sociales, des politiques dans chaque domaine, même dans le mariage, même dans la famille, c'est la politique. Le sport, l'enseignement et tout ça. On ne peut pas faire tout ça là au-delà. Qu'est-ce que les partis politiques font de tout ça? En dehors d'aller embrasser les pieds des têtes couronnées. On ne parle pas de partis politiques. Non. Quel problème Soyez sûr qu'il a laissé la parole d'abord. Je vous dis. On est pratiquement au terme de l'actuel débat ce soir. Il est 53 et allez-y. Je peux lui concéder le reste du monde. Politique, même les médias, c'est politique. Vous avez parlé tout à l'heure de réflexion en cours au sein des professionnels. Ça va être décliné dans une politique. Peut-être pas ceux qui sont là aujourd'hui, parce qu'on a eu leur tendance à n'agir que sur les humains du chef. D'accord. Distel, en 30 secondes, quel problème ce code de déontologie peut régler? Non, ce code questionne et convoque la qualité de l'enseignant, n'est-ce pas, dont nous disposons dans le supérieur. Parce que si on en arrive à la rédaction d'un code à leur intention, c'est dire que les déviances sont palpables, c'est dire que la moralité même de l'enseignant est convoquée et c'est dommage. Et c'est dommage parce que j'ai comme l'impression qu'on veut créer, n'est-ce pas,
une école de rééducation morale pour adultes, n'est-ce pas, à travers ce code-là. Et c'est dommage. Ce sera votre mot de la fin. Merci Distel Amoussou. Merci également à votre vis-à-vis dans ce studio, Arimé Choubadé. Merci aux amis auditeurs qui étaient à notre compagnie depuis un moment. Actuel débat se referme. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis.